Merci Leïla, merci aux amis pour votre invitation. Alors j'ai changé un petit peu le titre, j'ai rajouté un point d'interrogation. Parce qu'en fait, ce n'est pas une assertion, mais c'est une réflexion. Il y a une erreur aussi, parce que mon topo n'est pas sponsorisé par Novo Nordisk. Je ne sais pas pourquoi il a marqué ça, mais c'est un topo indépendant. Et c'est une réflexion sur un certain nombre de sujets que j'avais envie de partager avec vous. Alors, la médecine sans médecin, en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le cadre d'une histoire. La semaine dernière, il y a eu une conférence de Sam Altman, vous savez, l'homme qui a inventé ChatGPT, et quelqu'un l'interrogeait sur j'ai mon fils a 18 ans, il vient de passer le bac, qu'est-ce que vous lui conseillez d'étudier? Et il se disait, il va répondre data science, engineering, machine learning. Il a répondu de l'histoire. Il a dit en fait, la seule chose qui ne va pas changer, c'est l'histoire. Tout le reste changera et changera tellement vite que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir l'utiliser demain. Donc, je me suis dit, je vais peut-être partir de cette constatation qui est la notion historique, où s'intègre finalement aujourd'hui le monde dans le cadre de ce qu'on appelle les révolutions ou les grandes révolutions médicales. En fait, les révolutions médicales, elles ont été nourries par des révolutions industrielles ou techniques. Elles ont suivi les histoires des révolutions. Donc, la première révolution industrielle, l'énergie hydraulique et fossile, puis la deuxième révolution industrielle, l'apparition de l'électricité, la production de masse avec le taylorisme, Ford, puis la troisième révolution industrielle avec l'automatisation, et puis on peut considérer aujourd'hui qu'on est dans la quatrième révolution industrielle qui repose sur l'informatique, l'apparition des approches virtuelles, la numérisation, l'Internet et l'Internet industriel. Mais en fait, le principe d'une médecine sans médecin ou le principe de s'éloigner de quelqu'un pour mieux l'observer, c'est un principe très ancien. Et le concept de médiamédecine, c'est-à-dire la médecine qui repose sur des médias, c'est un concept qui a été inventé par Laennec, on va dire un des pères fondateurs de la médecine cardiologique, pneumologique, qui, vous le savez, a eu l'idée de rouler un petit journal, en faire un tube, pour mieux écouter, pour mieux ausculter le thorax des patients. Et en fait, au lieu de coller son oreille sur le thorax, il s'est éloigné du patient et il a créé ce concept de médiamédecine, le concept du stéthoscope. En fait, paradoxalement, s'éloigner, s'effacer pour mieux se rapprocher, c'est peut-être ça les fondamentaux de la médecine moderne, de la médecine de la quatrième révolution médicale. Alors cette quatrième révolution médicale, je l'ai redécomposée en révolution ou en mini-révolution. La première révolution, mini-révolution au sein de cette quatrième révolution médicale, c'est le sans-fil. Alors je sais qu'il y a des jeunes parmi nous, mais ou les plus moins jeunes, en fait, on a eu dans nos mains le Blueberry, le Blackberry, l'iPhone, l'iPad. On a eu un certain nombre d'outils que vous n'avez peut-être pas connus, mais probablement que cet outil, vous ne l'avez vraiment pas connu, c'est le Vidal, c'était ce gros dictionnaire rouge qu'on avait sur le bureau et dans lequel on farfouillait pour se rappeler l'effet d'un médicament ou l'effet indésirable. Eh bien, la première, je dirais, chute des symboles, la première, finalement, révolution du sans-fil, c'est quand le Vidal a disparu du bureau des médecins et qu'il a été intégré dans la poche. Au point même que quand vous faites la visite ou que vous enseignez la pharmacologie, que vous demandez à un étudiant est-ce que tu connais le mécanisme d'action, est-ce que tu connais les interactions médicamenteuses dont tu nous parlais tout à l'heure, ben, ils sortent Google et puis ils tapent et ils vous répondent. Et donc ça c'est la première révolution, ou la mini-révolution, c'est le sans-fil et la fameuse chute des symboles. Ce concept du sans-fil, on l'a maintenant de façon très aisée. J'ai pris ici l'exemple de cet outil que vous connaissez, le Cardia, où vous apposez vos doigts sur ce petit dispositif qui envoie de façon non filaire un tracé électrocardiographique sur un téléphone ou sur un écran d'ordinateur. Il le transforme en PDF, il vous envoie même cet électrocardiogramme. C'est un formidable outil pour faire du dépistage opportuniste d'arythmie auriculaire. Les patients peuvent acheter ça sur Internet, sur Amazon, 150 €. C'est quelque chose qui est accessible et qui a été testé. Il y a eu cette étude faite dans le pays de Galles où on a comparé le dépistage par l'utilisation de ce dispositif systématiquement dans une population de sujets âgés, comparativement à un dépistage par électrocardiogramme répété 2 fois par semaine. Et en fait, vous voyez, ce petit outil fait beaucoup mieux que l'électrocardiogramme traditionnel, dépiste plus de cas de fibrillation atriale. Mais regardez ce que j'ai mis en bleu. Sur cette cohorte de gens, il y a eu 19 patients qui ont été dépistés avec de l'AFA, avec ce dispositif. Et le coût de l'intervention, c'est à peu près 10 000 $
pour chaque fibrillation atriale dépistée. Coût voulant dire enregistrement, achat du matériel, envoi du tracé, analyse du tracé pendant une durée excessivement longue. Et puis la deuxième chose intéressante, c'est quand on demande aux patients comment ils perçoivent cette stratégie, eh bien vous voyez que finalement, même s'ils se sentent plutôt globalement satisfaits, qu'ils ne sont pas trop anxieux par rapport à cet appareil, la confiance dans le dispositif est relativement faible et ça montre finalement qu'on n'y est pas encore. On peut utiliser des outils, mais même des outils très efficaces, très appropriés, ne génèrent pas forcément le niveau de confiance attendu. Autre outil sans fil que vous connaissez, le Freestyle, qui vous permet d'évaluer la glycémie à distance, sans fil, de façon continue chez vos patients diabétiques. Et autre élément, peut-être que vous l'avez déjà testé, ces sondes d'échocardiographie que vous pouvez connecter soit à votre téléphone portable, soit à un petit dispositif pour faire non pas de l'échocardiographie comme Erwan Donal, vous n'allez pas faire de la réserve, vous n'allez pas faire du strain, mais en tout cas vous allez pouvoir avoir une idée de la présence d'un épanchement ou de la présence d'une fonction ventriculaire gauche altérée. L'idée, ce n'est pas de discuter de la qualité de ces appareils, mais c'est de dire que le sans fil, c'est la première évolution. Pas seulement parce que ça facilite le suivi de nos patients, pas seulement parce que ça rend nos patients indépendants, mais aussi parce que ça permet de faire des choses de façon beaucoup plus agile. Et vous avez ici un certain nombre d'outils qui pourraient remplacer le stéthoscope de demain, le stéthoscope étant le premier outil filaire du médecin des anciennes générations. C'est tellement vrai que dans cette revue du MIT Technology Review, il rapporte ce cas d'un médecin qui s'est acheté un appareil d'échographie, 2000 $, et qui s'est lui-même diagnostiqué un cancer de la vessie en faisant du screening aveugle de son abdomen, de sa vessie. Donc ça ouvre un certain nombre de perspectives. Beaucoup de ces appareils que je vous présente sont systématiquement challengés pour ne pas devenir des appareils de soins, mais des appareils qui seront à la disposition des uns et des autres pour faire autre chose que de la médecine. Le dernier exemple, c'est le capteur de glycémie qui est utilisé désormais par des influenceurs pour voir quel est leur statut glycémique, est-ce que ça peut les accompagner pour perdre du poids, regarder l'effet de ce qu'ils mangent sur leur glycémie. En fait, ça dépasse le cadre du suivi traditionnel médical. Alors, il y a d'autres appareils. L'archétype de l'appareil avec fil, c'est le Holter ECG, qui suit exactement le même développement, avec ici la technologie ZIO, mais aussi le stick ou le patch, qui sont encore une fois d'autres outils qui permettent de s'affranchir du fil et de nourrir cette première révolution médicale. Et in fine, on va se retrouver avec un grand nombre d'appareils qui collectent des signaux. Et le problème, ce ne sera plus de gérer un signal, c'est-à-dire comment est mon Holter ECG, comment est ma pression artérielle, comment est ma glycémie, mais ça sera de gérer la plateforme du signal. Et vous voyez où je veux en arriver. En fait, ça sera comme quand on fait de l'analyse génomique pour un cancer. Vous n'allez pas analyser tous les biomarqueurs ou tous les marqueurs pronostiques d'un cancer, vous allez avoir des aides pour essayer d'intégrer les signaux. Et ça, c'est probablement l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus d'un signal, mais de plateforme de signal, et vous serez, vous, sollicité pour analyser un certain nombre de signaux. Ceux que vous avez demandés ou prescrits, ceux que vous n'avez pas demandés, ceux qu'on va vous envoyer et ceux que vous allez récupérer. Le meilleur exemple, c'est ce petit appareil, vous voyez, qui, dans la paume de la main, étudie la manière dont dorment les bébés en mesurant tous les paramètres qui ont été identifiés comme facteurs pronostiques de la mort subite du nourrisson. Et vous avez, grâce à ce dispositif, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la position du bébé, la température de la chambre, et vous avez une illustration de ce que pourrait être l'avenir, c'est-à-dire avoir dans la paume de la main un certain nombre de signaux. Et se posera donc la deuxième question, c'est comment on va analyser ces signaux. Ça sera l'objet de la deuxième révolution. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont peut-être plus appropriées pour cette révolution? Elles ont été citées ici, vous voyez, pas non seulement en termes de nombre de patients, mais aussi probablement en termes de pertinence clinique. Il y a certainement des pathologies qui sont des modèles du genre pour imaginer comment vont se développer ces plateformes du signal, que ce soit bien sûr ce qui nous concerne, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, l'obésité, mais aussi les cancers, l'Alzheimer ou la BPCO. L'autre révolution du sans-fil, c'est ce qu'on appelle le saut technologique. Traditionnellement, quand on fait de l'évolution technologique, on passe du 33 tours, 45 tours, voire même du 78 tours, 33 tours, 45 tours au CD, du CD au DVD, puis du DVD à la musique en ligne. Ça, c'est l'évolution technologique habituelle. Le sans-fil, en fait, c'est ce qui a permis de faire des révolutions technologiques dans des endroits où la révolution n'allait pas arriver. Et le meilleur exemple, repris dans The Economist, c'est que finalement, le téléphone portable, qui est
l'exemple même de ce qu'est le sans-fil, c'est probablement ce qui a changé la prise en charge et ce qui changera la prise en charge de façon très démocratique, puisqu'il y a des pays où on n'aura jamais le téléphone filaire, vous avez accès au téléphone portable et vous pourrez développer ces différentes stratégies d'analyse du signal. La deuxième révolution, une fois que vous avez accumulé de la data, quelle qu'elle soit, prescrite, non prescrite, voulue, non voulue. Quand je dis non voulue, c'est par exemple la météo, le taux de microparticules, la pollution, ce que vous avez mangé, le nombre de pas que vous avez fait. Quand elle est voulue, c'est qu'elle est à titre diagnostique. Le cardiamobile pour dépister une FA, la mesure de la pression artérielle, d'accord ? Prescrite ou non prescrite parce qu'elle est prescrite dans le cadre d'une pathologie ou non prescrite parce que quelqu'un s'est acheté un dispositif pour collecter de la data. Donc vous vous retrouvez avec un grand nombre de données. C'est la deuxième révolution, c'est comment on gère la big data. Alors j'aime bien cette définition de la big data. La big data, c'est comme la sexualité des ados. Tout le monde en parle, personne ne sait vraiment comment ça marche, tout le monde se dit que l'autre l'a fait, et donc tout le monde dit qu'il l'a fait. Et c'est exactement pareil, tout le monde dit big data, intelligence artificielle, il faut faire de la big data, il faut faire de l'intelligence artificielle. C'est facile, et finalement c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Alors, de façon générale, le concept de la big data, c'est d'accumuler de la donnée, quelle qu'elle soit. Et ce concept-là, il va évoluer de façon exponentielle. Parce qu'aujourd'hui, on collecte de la donnée chez des adultes, puis demain, ça sera chez des adolescents, puis chez des enfants, puis très tôt, de plus en plus tôt. Donc on imagine déjà que demain, on aura ce qu'on appelle des cimetières numériques. Parce que collecter de la data, c'est bien. Puis quand les gens disparaissent, qu'est-ce que vous faites de cette data? Cette data, ce n'est pas anodin. La data qu'il y a sur le cloud, en fait, elle est énergivore. Elle prend de la place, elle peut créer des conflits, elle peut créer des distorsions. Deuxième point, si je reviens aux exemples que je vous ai cités, vous avez par exemple l'appareil pour mesurer la glycémie, le cardia pour mesurer le rythme cardiaque, mais vous avez aussi des biomarqueurs pour le cancer du sein. On voit qu'on va combiner la data. Ici, vous avez des marqueurs génétiques qui prédisent la maladie, qu'on va combiner avec des marqueurs de signaux que vous aurez collectés au préalable. Donc vous comprenez bien qu'il y a une hypertrophie des signaux, une superposition des signaux. Troisièmement, vous allez combiner aux données biologiques et aux données captées par vos patients, des données cliniques. Donc on voit les strates de cumul de données. Et ça a été très bien décrit par Eric Topol, qui en fait a raconté qu'il y avait des couches d'informations qui vont se rajouter les unes aux autres, des choses attendues, l'anatome, le physium, comment sont vos organes, comment fonctionne votre système physiologique, mais à des choses très infimes, que ce soit la protéomique, la métabolomique ou la génomique, et puis tout ce qui vient de l'extérieur, les signaux dont on vient de parler. Donc vous voyez qu'au gré du temps, on va accumuler des strates d'informations de plus en plus importantes, qu'on pourra connecter un marqueur génétique d'une maladie avec un paramètre physiologique et un paramètre diagnostique, mais qu'on pourra aussi ne pas connecter et que l'on pourra accumuler. Donc ça, c'est quelque chose de fascinant parce que les industriels de la data ont tout de suite perçu l'intérêt de ces approches, parce qu'il y a quelque chose à faire en accumulant de la donnée. Pourquoi je vous présente ces GAFA? Parce qu'en fait, les GAFA, ils ont rajouté quelque chose de supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le quantified self, c'est-à-dire en fait stimuler l'individu pour qu'il collecte lui-même de la donnée. Et quand je dis qu'il collecte de la donnée, ça peut être les photos qu'il fait de lui, les selfies, les vidéos qu'il prend, mais aussi tout ce qu'il met sur un réseau social. Petit à petit, ces données-là, vous allez aussi les intégrer. Donc, j'essaie de vous illustrer que le sans-fil nourrit l'acquisition de la donnée, mais que notre société est une société de la data, où on va combiner de plus en plus de données. Et ce qui paraissait simple pour un médecin, je mesure la glycémie, je mesure un électrocardiogramme, devient compliqué parce qu'il y a systématiquement un détournement des outils médicaux pour mesurer la santé, pour mesurer la vie. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, les appareils par exemple de glycémie, là j'ai tiré cet article d'un journal local, français, l'Indépendant, où on vous montre que des influenceurs, pour mincir, détournent les capteurs de glycémie qui sont dédiés aux diabétiques. C'est accessible en vente libre, vous pouvez acheter ça sur Internet, c'est détourné de son usage. Donc ça, c'est probablement quelque chose de très intéressant. Les GAFA ont compris que toutes les données acquises et tous les outils diagnostiques développés vont switcher systématiquement du domaine médical au domaine du bien-être. D'ailleurs, à ce jour, c'est un problème. Il n'y a pas de business model qui permette à une appli ou à un dispositif médical de gagner de l'argent. Lorsqu'elle est utilisée pour la prise en charge d'une maladie, elle est remboursée par un système de soins, le freestyle pour les diabétiques. Mais il y a systématiquement une pression des industriels pour que cette frontière entre la maladie et la santé
s'estompe et que ces outils soient utilisés dans des domaines de plus en plus vastes. Alors, il y a eu, vous savez, il y a quelques années, sous la présidence de Barack Obama, une initiative qui était de dire, bon, mais si on accumule de la donnée, il faut faire quelque chose de cette data, et ça a été l'ère de ce qu'on appelle la médecine de précision. L'idée étant de dire, ben, si on accumule beaucoup de données, on pourra identifier des malades, définir leurs pronostics, leur proposer le meilleur traitement. Et il y a eu donc cette magnifique initiative qui a été soutenue par notre société mère américaine, American Heart Association, qui a dit, voilà, on va collecter les données de 1 million de sujets. C'est le Framingham moderne, si vous voulez. Hein. Ce qu'on avait fait à Framingham il y a une trentaine d'années, on le refait avec cette approche moderne. Et c'est donc un programme qui a été lancé par l'American Heart et qui est financé par Amazon. Ce programme est financé par Amazon. C'est très intéressant parce que ça illustre ce que je suis en train de vous dire, c'est que la data médicale, a priori, en fait, donne des informations qui dépassent le problème de la santé et ça explique probablement pourquoi cette alliance est nourrie par des industriels qui, aujourd'hui, ne sont pas des acteurs de santé. Troisième révolution, donc vous allez acquérir de la donnée, vous allez gérer de la donnée, mais ensuite, comment vous allez transformer cette data? C'est ce qu'on appelle la gestion de la décision. La gestion de la décision, elle est probablement au cœur même de ce concept de médecine sans médecin. Si quelqu'un d'autre qu'un médecin peut gérer de la décision, eh bien on challengera le rôle du médecin. Donc quand vous avez collecté un grand nombre de data biologiques, de signaux, voulus, non voulus, qu'est-ce que vous allez faire de cette stratégie? Donc jusqu'à présent, vous cherchez ce qu'on vous apprend dans les livres, vous interrogez les patients, vous les examinez, vous faites des examens que vous allez regarder, comme le rappelle Eric, hein, on va regarder les résultats d'un examen, et puis on va s'en servir pour surveiller, traiter nos malades. Demain, cet ordre va être bouleversé. On va découvrir des choses qui étaient inattendues. On va vous apporter une information qui n'était pas souhaitée. Et le concept d'incidentalome prend tout son envol, puisque vous allez vous retrouver avec des données dont vous ne saurez que faire. Et deuxièmement, ces données vont être influencées par un grand nombre de biais, d'accord? En fait, vous savez que quand vous collectez de la data, selon le moment où on vous apporte de la donnée, vous n'allez pas réagir de la même manière. Quand vous voyez un malade le lundi, vous ne le traitez pas pareil que le vendredi, le matin que le soir, un docteur homme ou un docteur femme, d'accord? Donc, on voit deux choses. On voit qu'on va être exposé à des gestions de décisions de plus en plus complexes, mais qui sont aussi biaisées de façon importante. Alors je vais vous raconter une histoire que je trouve assez fascinante, qui vous explique comment finalement on peut transformer l'accumulation de la data en quelque chose qui pourrait faire le lit de notre décision médicale. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le jeu de Go, qui est un jeu de stratégie qui ressemble un peu à un jeu d'échecs, dont on a dit pendant longtemps que c'était l'archétype même du jeu humain. L'explication peut-être la plus élaborée de ce que c'était que l'intelligence humaine. Et donc, on a décidé, comme pour le jeu d'échecs, de créer un logiciel qui allait modéliser le jeu de Go, et ce logiciel s'appelle AlphaGo. Et AlphaGo, en fait, on lui a appris. Alors, on lui a appris comment? On a rentré, comme dans un ordinateur, des séquences de jeu, plus de 100 000 séquences de jeu, pour que AlphaGo devienne un logiciel qui soit capable de jouer au jeu de Go. Et en octobre 2015, c'est le premier programme, exactement pour les échecs, c'est le premier programme à battre un joueur professionnel sur un jeu de Go. Alors il y a plusieurs tailles de Go, mais considérez que le 19x19, c'est un jeu de Go qui a une taille normale, sans handicap. Mais pour la première fois, après avoir appris à la machine 100 000 séquences de jeu, elle est capable de battre un joueur de bon niveau, qui était ici un joueur professionnel. Donc ça, c'était très révolutionnaire, parce que pendant très longtemps, on a considéré qu'on ne pouvait pas modéliser le jeu de Go. Et on montre qu'une intelligence artificielle est capable de modéliser un jeu qui est humain. En mars 2016, c'est-à-dire, vous voyez, au bout de 6 mois, toujours le même logiciel, auquel on donne d'autres séquences de jeu, bah, l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Donc, vous voyez que cette intelligence s'accélère. Sam Altman a dit la semaine dernière que l'IA gagne 1 point de QI toutes les semaines. Donc ça veut dire que dans quelques mois, on aura des IA qui auront des QI supérieurs au plus haut QI qui a jamais été enregistré sur la planète, en tout cas sur un homme vivant. Donc vous voyez, en 6 mois, elle bat un joueur professionnel français, puis elle bat un joueur professionnel mondial. Et ça a fait d'ailleurs un objet d'un article dans Nature il y a quelques années. Et puis on a transformé AlphaGo dans une nouvelle version, où non seulement on a apporté des séquences de jeu, mais on a appris à la machine à jouer contre elle-même.
Donc la machine se faisait des parties entre elles-mêmes. Elle a commencé à jouer des centaines de fois, des milliers de fois, des millions de fois, des 10 millions de fois, centaines de millions de fois. En un mois, elle a acquis un grand nombre de séquences. Et le 27 mai 2017, elle bat le champion du monde qui annonce sa retraite. Donc vous voyez, en l'espace de moins de 18 mois, la machine, ou le développement de la machine, d'un logiciel simple à l'utilisation de la data massive, de l'apprentissage nourri par les hommes à un apprentissage médié par la machine, arrive dans une stratégie où elle est capable de battre, pour un jeu éminemment humain, une intelligence éminemment humaine. Et AlphaGo, en fait, c'est un produit d'une société qui s'appelle DeepMind, qui a été rachetée par Google. Et qu'a fait Google? Google a créé une filiale qui s'appelle DeepMind Health. Et DeepMind Health, en fait, se sert de cet algorithme pour prendre en charge des malades, pour l'instant en Angleterre, qui sont des patients dialysés avec une maladie rénale chronique. Donc, quand vous avez une augmentation de créate détectée par DeepMind Health, elle alerte le médecin traitant, elle prend un rendez-vous au laboratoire pour le patient, elle réserve son ambulance, elle regarde s'il y a une place de dialyse dans un centre de dialyse, elle récupère les données médicales accessibles, elle gère de façon intelligente et autonome l'urgence néphrologique dans ce périmètre londonien. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas d'IA, de machine learning ou de deep learning, d'accord? Peut-être que dans quelques temps, je ferai une conférence sur IA et cardiologie. Mais ces termes-là, je ne vais pas vous les détailler, je ne vais pas vous les décrire, mais ils font partie des termes qui expliquent comment la machine est désormais conçue pour développer une forme d'intelligence. Analyse d'un signal, par exemple une image, intégration de cette image, création d'une bibliothèque d'images, interaction de cette donnée avec d'autres données, et création ou co-construction de machine à machine pour arriver à créer une intelligence artificielle. Donc, tous ces outils IA développés de façon générique, on décrit comme étant des outils de l'IA, pour des sources de données, voyez, ont la capacité de générer des stratégies. Que ce soit des images, que ce soit la voix, par exemple. L'IA permet, par l'analyse de la voix, de dépister si quelqu'un fait une décompensation cardiaque. Mais 20 jours avant. Comment? Parce qu'en fait, quand vous décompensez, vous avez un infiltrat qui va imprégner le tissu des cordes vocales et modifier la vibration de vos cordes vocales. L'IA peut, par l'analyse de la couleur de votre visage, dire si vous êtes en train d'avoir une poussée tensionnelle. Donc, selon le type de signal, électrocardiogramme, données de votre ordonnance ou de votre courrier de sortie, analyse de la voix, données d'imagerie ou aussi des données qui surviennent de bases de données, on peut développer des stratégies pour éventuellement développer de nouveaux potentiels avec un certain nombre de challenges. Pourquoi ça va exploser? Parce qu'au-delà de tout ce que je vous ai dit, les machines deviennent de plus en plus intelligentes. Elles communiquent entre elles. Le haut débit, on parle de 4G, de 5G, mais on est déjà largement au-delà de ça. La présence de serveurs, la création de réseaux satellitaires indépendants, par exemple Starlink avec Elon Musk. On est en train de créer un écosystème technologique qui rend les machines de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes. Du frigo qui peut analyser si vous avez des aliments périmés et qui peut commander directement chez Amazon ce que vous devez acheter parce que vous avez oublié de l'acheter, aux satellites, aux téléphones portables, aux ordinateurs, aux échographes, etc. Donc là, quelques exemples. Ça, c'est un exemple d'un travail où on a utilisé la data visage pour voir en fait si vous avez déjà une forme de maladie coronarienne préexistante, silencieuse. Vous savez, il y avait eu des papiers où on décrivait par exemple que des gens qui avaient un lobe de l'oreille particulier étaient à risque de développer une maladie coronarienne. Mais c'est cette observation simple qui a été extrapolée en regardant la taille de votre front, l'orientation de vos yeux, la taille de votre aile narinaire, la présence de certains signes sur votre peau et qui ont été corrélés avec l'existence d'une maladie coronarienne de façon très précise. Pas seulement de dire est-ce qu'il y a ou pas une maladie coronaire, mais est-ce qu'il y a une sténose, est-ce qu'elle a plus de 50%, est-ce que vous avez plusieurs vaisseaux touchés, est-ce que vous avez une maladie tronculaire sévère. Et avec, vous voyez, une prédiction qui est relativement intéressante. Donc ce modèle-là, c'est un modèle du genre. Quel que soit le signal, vous êtes capable de dépister quelque chose d'attendu et quelque chose d'inattendu. Par exemple, avec un simple électrocardiogramme, vous pouvez aujourd'hui dépister une dysfonction ventriculaire gauche, une sténose aortique, la présence d'une hypertrophie ventriculaire gauche ou votre risque de fibrillation atriale.
Mais vous allez me dire, oui, mais ça, c'est évident. Si quelqu'un a un remodelage auriculaire, une HVG sur un électrocardiogramme, ben on peut imaginer qu'il y ait une maladie derrière. Encore que, ce n'est pas parce que vous avez une HVG électrique que vous avez forcément une sténose aortique. Mais la chose la plus fascinante, c'est qu'en fait, vous pouvez dépister des choses sur des tracés normaux. C'est là où ça devient intéressant. Dans ce travail qui a été réalisé en partie au Brésil, 300 000 électrocardiogrammes chez des patients qui ont été suivis pendant 34 ans, 300 000 électrocardiogrammes normaux. C'est-à-dire vous les montrez à des cardiologues et vous disent électrocardiogramme normal, comme on fait tous les jours en consultation. Eh bien, cet électrocardiogramme normal, lorsqu'il est analysé avec le filtre de l'IA, permet non seulement de prédire quoi, la présence de maladie, mais la mortalité à 1 an. C'est-à-dire vous avez un électrocardiogramme normal, vous dites que c'est normal à votre patient, et la machine vous dit ce patient, il a un risque X de mourir à 1 an. C'est là où ça devient intéressant. Ce n'est pas de dépister ce qu'on connaît ou de dépister ce qui est visible, mais c'est de dépister l'inconnu. Autre exemple, l'électrocardiogramme qui permet de dépister des modifications de la kaliémie, mais des modifications minimes, 0,1, 0,2 millimoles par litre, juste sur la base de l'analyse d'un électrocardiogramme simple. Donc vous imaginez, un patient rentre chez lui, il a le cardiamobile, vous lui avez prescrit un inhibition ARA2, sans faire de biologie, vous pouvez voir s'il est en train de développer une hypercalémie. Sans identifier d'électrocardiogramme atypique, je ne vous parle pas d'un électrocardiogramme d'hypercalémie ou d'hypocalémie, je vous parle d'un électrocardiogramme normal. Ça, c'est la force de l'image, c'est la force du signal, c'est la force de l'accumulation du signal. Donc, on imagine que la data, l'organisation de la data, va nous permettre d'être efficace à toutes les étapes de notre pratique médicale. Dans cette revue de Tom Lucher, publiée dans l'European Heart, il explique par exemple que la data permettra dès l'appel pour une douleur thoracique d'identifier si le patient est à risque, comment le pré-traiter, comment l'accompagner, repérer le cath lab le plus proche, préparer la commande du matériel, appeler le médecin, organiser le suivi du patient, prévoir le lit d'aval. C'est tout ça, en fait, l'IA, ce n'est pas que juste la détection de maladies complexes. Dernier volet, une fois qu'on a dit tout ça, c'est finalement les limites de ce système et ce que j'appelle la sécurité, ou l'éthique. Donc Walmart, c'est comme Marjan, d'accord? C'est pareil, c'est le Marjan américain, ou le Carrefour américain pour ceux qui ne connaissent pas Marjan. Donc Walmart, c'est en fait une grande chaîne de supermarchés, et vous avez un monsieur qui tous les dimanches va faire ses courses au Walmart, et tous les dimanches, à la fin de ses courses, reçoit des coupons de réduction, d'accord? Et ces coupons de réduction, ils sont adaptés à ce que vous avez acheté. Et un jour, il reçoit des coupons de réduction pour un paquet de couches. Donc il va voir le directeur du Walmart, parce qu'il le connaît très bien, et lui dit, écoute, il y a un problème dans ton logiciel, parce que j'ai acheté des steaks hachés, j'ai acheté du charbon, j'ai acheté du rosé, donc je vais faire un barbecue, je pensais que mon bon de réduction, ça allait avoir un lien avec ce que je vais faire ce dimanche. Et il dit, non, mais ma machine ne se trompe jamais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa fille, elle a commencé à acheter des fraises, la qualité de sa peau a changé, elle a changé de crème hydratante, elle a acheté des soutiens-gorge dont la taille a changé et l'appareil a compris qu'elle était enceinte avant le papa et avant le test de grossesse. Hein? Donc ça vous montre comment la data peut prédire des choses inadaptées. On ne connaît pas la suite de l'histoire, ce qui s'est passé entre le papa et sa fille. D'accord. Bon. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a une limite à la data, c'est l'usage que vous en faites. Aujourd'hui, on en fait un usage raisonné parce qu'on est médecin, mais demain, la data, n'importe qui peut l'utiliser. Et il y a très longtemps, donc, certains futurologues ou physiciens ou astrophysiciens, pour ne pas le citer, le célèbre Hawkins, qui disait que le développement d'une IA totale pourrait annoncer la fin de l'espèce humaine, parce qu'en fait, elle pourrait devenir indépendante. Vous savez, c'est comme le jeu de Go. J'apprends de la machine, je me nourris de la machine, je me reprogramme, et ce à une vitesse accélérée. Et nous, qui sommes des êtres humains qui nous développons biologiquement, on ne pourra jamais dépasser le développement de la machine. Et je vous cite aussi ici, en 1940, les 3 lois d'Asimov. Vous savez, un autre auteur qui a imaginé le futur et qui disait, si vous remplacez un robot par IA, un robot ne peut porter atteinte à un être humain. D'accord? Il ne peut pas permettre qu'un humain soit exposé au danger. Première loi d'Asimov. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain. Sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Donc si la machine estime que ce qu'elle fait protège l'homme et qu'un autre homme lui dit ne le fait pas, eh bien, elle ne va pas respecter la vie de l'homme. Troisième loi, un robot doit protéger son existence.
tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. La machine ou l'intelligence de la machine va nourrir sa protection au bénéfice de l'homme. Maintenant, où est-ce qu'on met le curseur? Qui est l'homme à défendre? Qui est la population à défendre? Quelles sont les règles qui vont régir ça? Et ça, c'est 1940. Vous imaginez, 1940. Donc il y a des risques, d'accord? Et je vous ai cité ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, un certain nombre de risques qui sont liés à l'accumulation de la data, à la gestion de la data, à la protection de la data. Pour moi, probablement, ce qui a un peu révolutionné notre concept de ce risque, c'est quand il y a eu le piratage des pacemakers et des défibrillateurs en Australie. C'est-à-dire qu'on a pu prendre la main sur des défibrillateurs implantés ou des pacemakers implantés chez des patients, et on a pu menacer la communauté de reprogrammer ces appareils pour une éventuelle rançon, d'accord? Et en fait, ce que je vous illustre avec ce qu'on a appelé le hijacking des pacemakers ou le hijacking des défibrillateurs, c'est ce qu'on fait aussi maintenant lorsqu'on kidnappe le réseau d'un hôpital ou qu'on essaie de kidnapper un système de soins informatisé. Donc, on voit déjà les risques, de ces stratégies. Et le problème, c'est qu'en fait, le développement dépasse la loi. Alors, on vous a parlé du AI Act, hein, de la loi européenne qui est censée réguler le développement de l'intelligence artificielle. Et souvent, on dit oui, mais en Europe, on fait tout pour bloquer le développement commercial. Non, je pense qu'en Europe, on fait tout pour éviter la catastrophe. Ça peut paraître être un frein, mais regardez ces 3 petits points. Il y a très peu d'études randomisées qui ont démontré l'intérêt de ces développements autour de l'IA et de la gestion de la donnée. C'est la plupart des études observationnelles. 70% des articles publiés avec l'aide de l'IA, en fait, ont un défaut majeur, c'est que la validation des outils, que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif, fait défaut. Qu'il y a actuellement 600 applications essentiellement d'ID à l'imagerie qui sont remboursées aux États-Unis, approuvées par la FDA, alors qu'elles n'ont pas été évaluées par les standards traditionnels de l'évaluation, essai randomisé. Même Julien, pour sa tri, il va faire un essai randomisé. Donc pourquoi avec une IA on ne le ferait pas? Donc il y a une importance à réguler toutes ces affaires, pas pour bloquer le développement, mais pour nous protéger. Ça va trop vite, d'accord? Donc il ne faut pas bloquer le développement, mais il faut bloquer quelque chose qui peut être dangereux. Donc ça, c'est la belle image, d'accord? La belle histoire, c'est de l'imaginer que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va agréger de la donnée, qui va performer, qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Certainement, je pense qu'on arrivera à imaginer que demain, en accumulant de la data, on fera mieux que ce que l'on fait actuellement. Mais voilà ce que je voulais partager avec vous, le futur de la médecine. D'abord, ça va très vite. Je pense que si je refais cette conférence dans 5 ans, il y a plein de choses qu'on vient de voir qui seront déjà dans l'usage clinique courant. Mais juste quelques points de réflexion et de conclusion. Je pense que l'intelligence artificielle, la gestion de la donnée, fera que la médecine de demain sera plus précise et plus rapide. On verra l'inconnu, on prédira mieux, pas de doute. La pratique médicale de demain, ça sera une pratique non diagnostique. Si vous pensez que vous allez continuer à faire des électrocardiogrammes, à prendre la pression artérielle, à analyser un bilan lipidique ou la glycémie, ce ne sera plus le cas. La machine le fera mieux que vous, d'accord? Elle sera probablement aussi non thérapeutique, parce que les guidelines, ou prescrire un médicament à quelqu'un, ça sera adapté à la donnée que vous aurez, et cette donnée, elle permettra de donner une définition ou une identification des patients, du bon patient pour le bon médicament. Et même l'imagerie. On pense que les métiers qui sont... pardon Eric, mais tu seras quand même toujours invité à l'AMCAR, je pense, mais avec ta sagesse, tu nous illustreras d'autres faits, mais le besoin en médecins imageurs va décroître, et ça c'est un fait, en tout cas dans leur exercice actuel, que ce soit les radiologues, les dermatologues, les anatomopathologistes. L'IA, on dit toujours oui, mais l'IA, la machine, c'est pas empathique, c'est faux. Vous allez sur ChatGPT, dans sa version premium, et vous interrogez ChatGPT. Il y a eu d'ailleurs un très beau papier dans le JAMA où on a posé une question à ChatGPT, posé une question à un docteur. On a enregistré la réponse du docteur, on a enregistré la réponse de ChatGPT. Puis on a demandé à des docteurs quelle était la meilleure réponse, quelle était la réponse la plus empathique. Ils ont dit ChatGPT. On a demandé à des patients, ils ont dit ChatGPT. Donc de toute façon, le concept même de l'empathie ou de l'empathie machine, c'est quelque chose qui va être dépassé. Bien sûr, vous n'aurez pas en face de vous un être humain, vous aurez une machine. Mais en tout cas, la machine, elle peut à n'importe quelle heure du jour et de la nuit répondre 100 fois à la même question et vous apporter une réponse qui vous paraîtra empathique. Cette IA ou cette stratégie, elle va aussi changer la manière dont on exerce la médecine.
C'est-à-dire on va déléguer des choses. On aura plus de temps pour s'occuper de certaines choses, mais on va déléguer des activités à des infirmiers, à des assistants médicaux qu'on supervisera, mais qui n'auront plus besoin de nous pour faire un certain nombre d'activités. Et je pense même qu'in fine, le diplôme de médecin, je parle au doyen qui est là, le diplôme de médecin, en fait, ça sera un diplôme qui va être revu. On ne va pas avoir besoin de faire 6 ans d'études de médecine pour avoir un diplôme de médecin. Alors vous direz, oui, mais les mains, etc. Bon, mais les robots, ils remplaceront les médecins interventionnels et les chirurgiens, d'accord? La rémunération va être modifiée, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour que notre rémunération, elle soit basée sur un acte intellectuel et pas sur un acte technique. Si vous en restez à un modèle où vous dites, j'ai fait 10 échos, je dois être payé pour 10 échos, quand l'écho, elle fera l'écho toute seule, ou quand l'écho pourra être fait par n'importe qui, voire même par un malade tout seul, eh bien vous ne serez plus rémunéré pour l'écho. Donc le plaidoyer, c'est aussi de réfléchir déjà à quelle est votre part, quelle est la part de l'acte intellectuel. Et puis, si vous deviez faire médecine aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut apprendre à programmer, je ne pense pas qu'il faille devenir un data scientist ou un ingénieur, ce n'est pas ça. Mais par contre, il faut changer de paradigme, il faut être agile, il faut être curieux, il faut avoir envie d'entreprendre, il faut comprendre que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fera pas dans 10 ans. Donc en conclusion, je pense que, je vais citer les pensées de Flaubert, parce que je suis un homme très optimiste, l'homme de l'avenir aura peut-être des joies immenses, il voyagera dans les étoiles avec des pilules dans sa poche. Nous sommes venus, nous médecins, soit trop tôt, soit trop tard, mais nous faisons ce qu'il y a de plus difficile, la transition. Merci pour votre attention. Merci à tous pour cette belle présentation.